Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous présenter encore une fois une petite vidéo. Et cette fois-ci, pour moi, il s'agit de la Révolution et une période d'histoire méconnue pendant la Révolution, mais qui est quand même très notable par rapport à tous les événements de la Révolution et ce qui s'est passé après la Terreur et avant le coup d'État par Napoléon en 1799. Alors, je vais vous parler ce soir du directoire et je vais vous expliquer sa fonction et ses accomplissements aussi. Avant de continuer, il faut que je vous dise qu'en faisant mes recherches, j'ai consulté plusieurs sites comme Hérodote.net. J'ai écouté quelques podcasts sur France Inter, quelques vidéos sur YouTube avec les témoignages de Pierre Cernat. C'est un spécialiste sur la période révolutionnaire en France. Donc, j'ai utilisé beaucoup de ressources pour faire cette présentation. Le directoire s'était établi dans un moment primordial pour le pays de la France. Et avec la révolution de 89 et la terreur et les extrémistes qui ont exercé leur pouvoir, le pays de la France était fracturé et c'était la méfiance qui régnait partout. Et ce directoire était comme un comité de 5 gens en total, qui effectivement il prenait des décisions exécutives. Et le directoire n'a pas duré très longtemps, c'était seulement 4 ans. Et peut-être c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc, mais les premiers membres du directoire, c'était Paul Barras, Jean-François Rebel, Louis-Marie Lepault, Lazare Carnot et enfin Étienne François Le Tourneur. C'était les 5 premiers membres du directoire. Et c'est important de noter que tous les 5 avaient voté pour la mort de Louis XVI. Alors, ils étaient contre l'ancien régime et on leur a donné la tâche de diriger le pays. Ce directoire a été créé par une nouvelle constitution qui a été votée en août 1795. Et on pourrait constater qu'il y avait une séparation nette dans cette constitution entre deux choses, entre les pouvoirs législatifs et les pouvoirs exécutifs. Et le corps législatif était composé de 2 assemblées. Il y avait le Conseil des 500 et aussi le Conseil des Anciens. Et le Conseil des Anciens se composait de 250 membres. Et pour former ce directoire composé de 5 membres, c'est l'Assemblée des 500 qui propose une liste de 10 candidats pour faire le directoire. Et ces 10 candidats, ils sont votés par l'autre assemblée, l'Assemblée des Anciens. Alors ce double système était une sorte de précurseur, ce système législatif et exécutif, c'était un précurseur à un gouvernement dans le cadre d'une vraie démocratie. Et par rapport à ce qui se passait juste il y a quelques années, par rapport à la monarchie et tout cela, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont pu accomplir. Mais vraiment, ce directoire n'était pas du tout stable. Et il y avait des forces venant d'un peu partout, par exemple les royalistes et les jacobins, qui faisaient des choses en secret, qui conspiraient à tout moment pour faire tomber ce système politique. Et tout le monde à l'époque voulait se saisir du pouvoir pendant cette période révolutionnaire,
parce que à l'époque, on n'avait pas de vrai leader qui pourrait unir tout le pays ensemble. Donc ça, c'était le problème du directoire. À l'entrée de ce système, c'est comme si ce directoire est en train de créer un terrain d'entente, pardon, un terrain d'entente, c'est-à-dire être au milieu des deux extrêmes. Parce que d'un côté, vous avez les royalistes qui se ralliaient avec la monarchie. De l'autre côté, vous avez les jacobins, des gens qui sont du camp de Robespierre et qui ont institué la terreur. Alors, dans sa formation, le directoire, c'était dans le but d'unir le pays entier. Mais ce n'était pas durable à long terme. On va en parler pourquoi. Donc, qu'est-ce que le directoire accomplit et pourquoi il n'a pas subsisté à long terme? À la création du directoire, ils ont essayé, les membres du directoire, ils ont essayé de soulager la crise financière de France avec une institution d'un nouveau papier-monnaie. Et ça s'appelait des assignats. Des assignats. Mais des assignats, ces assignats ne valaient presque rien. Et le gouvernement ne pouvait même pas faire imprimer assez de billets chaque jour pour continuer de régler leurs notes, de régler leurs comptes. Alors la grande dette de France était un défi énorme pour le directoire. Et pour eux, c'était impossible à surmonter. Et on va voir que vraiment, ça va être à cause de la fin du directoire. Mais il y a des accomplissements très importants par rapport au directoire. Ils ont institué certaines lois qui étaient très importantes à l'époque, mais qui malheureusement n'ont pas duré à cause de la chute de ce régime par le coup d'État de Napoléon. Mais la première chose qu'ils ont fait et que j'ai remarqué, c'était ils ont mis fin aux anciennes colonies de France. Et ils ont déclaré que toutes ces colonies deviennent des départements en 1797. Et 3 ans plus tôt, en 1994, la France avait banni l'esclavage sur le territoire. Et ce geste de transformer les anciennes colonies en départements, cela a démontré que le directoire se sentait obligé à reconnaître les droits de ceux qui habitent dans ces parties de France très éloignées, comme la Guadeloupe, comme le Saint-Domingue en Haïti, l'Hispaniola. Et malheureusement, cette décision a été rapportée par, je suppose que vous pouvez supposer, c'était Napoléon, bien sûr, lorsqu'il était arrivé au pouvoir. Mais c'est quand même important. Deuxième chose, c'est le 1er janvier, c'était 1798, et sous le directoire, la Chambre des 500, ils ont voté pour l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Et ils ont voté cela quelle que soit la couleur de leur peau. Et en faisant mes recherches, j'ai trouvé le langage exact de cette loi. Je vais lire cela. C'est titre 3, article 15. Ça dit, les individus noirs ou de couleur enlevés de leur patrie et transportés dans les colonies ne sont point réputés étrangers. Ils jouissent des mêmes droits qu'un individu né sur le territoire français. S'ils sont attachés à la culture, s'ils servent dans les armées, et s'ils exercent une profession, un métier. Donc,
À l'époque, c'est incroyable lorsque vous vous rendez compte de ce qui se passait en Amérique à l'époque. Parce que là, il reste encore plusieurs décennies avant le commencement de la guerre civile américaine. Parce que notez bien, c'était en 1798 qu'ils ont institué cette loi. Euh, alors vraiment, ce directoire cherchait en quelque sorte l'égalité des hommes telle qu'elle avait été prescrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 89. Selon ce que j'ai pu comprendre par rapport à la fin du directoire, c'était l'état financier du pays qui a fait en sorte que le directoire ne pouvait pas récolter la confiance de la population générale. Il y avait trop de dettes avec une économie pas du tout stable. Et c'est là où entre le fameux général Napoléon, et il faisait des campagnes en Italie, il a eu de très grands succès, des victoires, et ce qui lui portera beaucoup de popularité parmi les Français. Et à son retour en France, après les campagnes en Égypte et en Syrie, il y a des foules partout pour l'accueillir. Et on avait l'impression que c'est Napoléon qui protège la France de tous ses ennemis étrangers et non pas les directoires. Alors Napoléon s'aperçoit de tels sentiments. Il commence de mettre en place l'organisation d'un coup d'État qui aura lieu, c'était le 9 novembre 1799. En fait, compte, le directoire servait un but, servait à mener la France pendant une période douloureuse. Et bien que Napoléon est devenu l'empereur de la France, je dirais que le directoire était une sorte de semence, de grain, pour une société démocratique à l'avenir. Mais avant d'y arriver, il fallait passer par beaucoup d'épreuves. Mais c'est à travers ces épreuves que la France va tant estimer les droits fondamentaux qui sont toujours préservés, même jusqu'à nos jours. Donc, pour moi, c'était une étude très intéressante, le directoire, et merci de votre attention, et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.